En mai 2001, la députée Christiane Taubira, aujourd'hui garde des Sceaux, a fait voter à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat une loi reconnaissant la traite négrière, l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette loi a été le point de départ d'un travail de mémoire fondamental pour notre histoire. Mais au-delà, a-t-elle permis à l'ensemble de la population française de mesurer l'horreur qu'a été l'esclavage? Ici, nous a-t-elle permis de nous réconcilier avec notre passé? On en parle tout de suite avec nos invités. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission. Alors pour débattre avec nous ce soir, Maryse Duhamel, membre du MIR, du Mouvement international pour la réparation, bonsoir. Bonsoir. Juliette Smiralda, vous êtes sociologue, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Ralph Signama, vous êtes membre de l'association Tous Créoles, bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Claude William, vous êtes professeur émérite de sciences politiques, également ancien membre du comité scientifique international de la route de l'esclave et auteur de plusieurs articles sur la mémoire de l'esclavage. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, alors évidemment, vous êtes invités à réagir en envoyant vos SMS à réseau 97 000, suivi de votre question, également sur les réseaux sociaux, hashtag, voilà. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec ce qui a mis le feu aux poudres. Le 27 janvier dernier, pour le 70e anniversaire de la libération du camp nazi, le président de la République a établi une hiérarchisation des crimes contre l'humanité. Les réactions ne se font pas attendre. D'abord, la lettre ouverte de la chanteuse Joëlle Ursule. Retour sur cette polémique qui a enflammé les réseaux sociaux avec Stéphane Petitfrère. La Shoah. La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Il fut perpétré en terre d'Europe. Cette déclaration a provoqué la polémique outre-mer. En qualifiant la Shoah de plus grand crime connu, le président de la République introduit de fait une hiérarchisation entre les différents crimes contre l'humanité. Inadmissible pour Joëlle Ursule. La chanteuse de White and Black reconnaît le crime de la Shoah, mais estime que les mémoires de l'esclavage des Tziganes ou des Amérindiens méritent tout autant de considération. Je ne peux pas contester le génocide juif, je ne peux pas le contester. Mais par contre, ce que je demande, c'est de dire la Shoah, l'un des crimes jamais connus, l'un des crimes. En réponse à la controverse, c'est la ministre de l'Outre-mer, Georges Paul-Langevin, qui est appelée à jouer les sapeurs-pompiers. Mais loin d'éteindre la polémique, elle ne fait que la raviver en introduisant la notion de génocide. Si vous prenez strictement, juridiquement, par définition, ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. On peut peut-être comparer avec autre chose, mais on ne peut pas comparer avec l'esclavage, puisque l'esclavage est un crime contre l'humanité, la traite négrière est un crime contre l'humanité, mais ce n'est pas un génocide. La traite négrière n'est pas un génocide, selon la ministre. Il y aurait donc une distinction à faire entre les crimes avec génocide d'une part et les crimes sans génocide d'autre part. De quoi, là encore, alimenter l'idée d'une hiérarchisation des crimes contre l'humanité, avec à la clé le risque de susciter des comparaisons et donc d'attiser la concurrence mémorielle. Maryse Duhamel, le MIR s'oppose fermement à la réaction de la ministre. En quoi est-ce difficile pour vous, en tout cas, de faire reconnaître l'esclavage comme génocide? L'esclavage a été déjà reconnu comme un génocide, puisque dans la loi de 2001, vous l'avez dit tout à l'heure, la loi du 21 mai 2001, l'esclavage et la traite des Noirs, ainsi que le génocide des Amérindiens, sont des crimes contre l'humanité. Et un génocide, ce n'est pas seulement emmener des gens dans des camps de concentration à Auschwitz, mais c'est aussi les prendre chez eux, les déporter, les maltraiter, les enfermer, les mettre dans des situations de torture, des situations de barbarie, les placer aussi dans des états de servitude, de telle sorte que
ce que cette personne a d'humain est véritablement nié. Donc un génocide, ça n'est pas seulement Auschwitz, mais un génocide, c'est aussi la traite transatlantique, le fait d'arriver et de fouetter et d'avoir droit de vie et de mort sur ceux qu'on a déportés et qu'on a asservis. Ça c'est un génocide. L'extermination au moyen de sévices et de maltraitance, c'est un génocide. Ralph Signama, vous êtes donc représentant de l'association Tous Créoles, une association qui veut réunir toutes les composantes de la communauté créole antillaise, noire, mulâtre, indien, chinois et béké. C'est généralement par le biais de cette association que les békés communiquent le plus souvent. Ce soir, vous représentez donc cette association et à ce titre, quelle est la position de Tous Créoles face à cette polémique? Alors je voulais simplement revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que les békés l'utilisent pour intervenir le plus souvent. C'est souvent par cette association qu'on peut entendre leur point de vue. Non, on peut entendre surtout le point de vue de Roger de Jaham. Maintenant, je suis pas trop d'accord avec la présentation que vous en faites. Moi, c'est la présentation que j'ai récupérée sur votre site. Oui, vous savez, en tout cas, c'est ça, réunir toutes les composantes de la communauté 270 membres. Sur ces 270 membres, il y en a à peu près 70 qui sont de la communauté béké. On ne sommes pas tous assujettis à la parole qui vient d'une partie des communautés. Nous représentons l'ensemble de communautés. C'est à ce titre, effectivement, et ça, je vous remercie de nous avoir invités. Et c'est avec aussi plaisir que je me retrouve sur ce plateau. Concernant la polémique, voilà. Sur la polémique, je veux dire, effectivement, quand j'ai entendu Joël Ursule, j'ai lu et j'ai repris le discours du président Hollande. Bien sûr, c'est une terrible maladresse. Et je vais encore plus loin. La maladresse qui est du président de la République. La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Mais je vais encore plus loin. C'est-à-dire que quand moi je lis et je continue à lire le discours, j'ai pensé à votre confrère Serge Billet, qui a fait un excellent documentaire en 1995 sur les Noirs et la Shoah. Et les Noirs et les camps nazis. Et parce que, là encore, je trouvais que, mais malheureusement, le président a fait pour moi un impair. Voilà. Donc... pour vous, je parle. L'association est d'accord. L'association est... Je trouve qu'effectivement, c'est une maladresse. Mais bien sûr. Jean-Claude William, jusqu'en 1981, on le sait, la politique menée en France, et surtout sur nos territoires, dite politique assimilationniste, n'accordait aucune place, en tout cas, à cette histoire de l'esclavage. Est-ce que cela n'induit pas justement ce genre de dérapage? C'est pas sûr. En 81 précisément, le président Mitterrand est allé symboliquement au Panthéon s'incliner devant les cendres de Victor Schœlcher. Et par ce geste, il a ouvert la voie, effectivement, aux différentes manifestations qui ont eu lieu par la suite, et notamment le fait essentiel que vous avez rappelé, à savoir que la loi Taubira a été votée, et elle considère, cette loi, que, comme l'a rappelé Maryse Duhamel, elle considère que la traite d'une part, l'esclavage d'autre part, sont constitutifs d'un crime contre l'humanité. Et par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, cette loi a véritablement été l'acte fondateur de la reconnaissance et de la mise en œuvre du devoir de mémoire. Elle est très importante. C'est-à-dire qu'avant 2001, c'était un peu le néant. C'était le néant, effectivement, de ce point de vue, mais il faut dire, il faut être juste, c'est la France qui a été le premier pays à considérer comme un crime contre l'humanité l'esclavage et la traite. Mais la difficulté, c'est que c'est un principe qui est posé. Mais c'est une loi dite mémorielle. Par conséquent, elle rappelle ce que l'histoire a fait, mais il n'y a pas de sanction. C'est une loi sans sanction. Et la deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est qu'on ne prévoit pas les réparations. Alors que, dans le texte initial, vous l'avez rappelé, je crois, dans votre introduction, à l'époque, Christiane Taubira était parlementaire. Elle a par conséquent fait un rapport. C'est parce qu'elle a fait le rapport, d'ailleurs, que la loi est connue comme étant la loi Taubira. Il y avait d'autres députés avec elle. Et dans son rapport, présentant la loi, et d'ailleurs dans les articles même qu'elle a soumis au Parlement initialement, elle avait prévu les réparations. Et c'est le gouvernement qui, finalement, a retiré cette partie du texte. Juliette Smiralda, quel impact peut avoir la phrase du président, en tout cas, dans la société martiniquaise? Une phrase comme ça.
Avant de répondre à votre question, je voulais demander à M. Signamé d'où est-ce qu'il tient que Tous Créoles représente l'ensemble de la communauté martiniquaise. Je ne suis pas sûre que nous ayons été consultés pour cela. Bon, ce n'est pas pour l'instant le débat. Non, je sais que c'est pas le débat, mais monsieur est là en tant que représentant d'une association, pas de toutes les associations, et cela a du sens. Alors, sur la question du génocide, je pense que madame, comment est-ce qu'elle s'appelle, la ministre de l'Outre-mer, Paul Langevin, je pense qu'elle est allée dans une définition, on va dire à la lettre, elle a pris à la lettre la définition de génocide, et qui est extermination d'un peuple, etc., d'un groupe humain ou d'une ethnie. Au départ, la volonté. Sa volonté, oui, mais la question, elle se pose aussi. Donc, dans la question du crime contre l'humanité, on a sérié, si vous voulez, les catégories si vous voulez, d'exactions contre une communauté qui ne font pas disparaître cette communauté physiquement. Mais lorsqu'on prend en compte la situation de l'Afrique et tout ce qui s'est passé autour du dépeuplement du continent et de la dévastation littéralement des économies, des cultures, des sociétés africaines, oui, il y a génocide. Donc il y a peut-être là un problème d'ajustement des connaissances dans les deux espaces. Maintenant, sur ce qu'a déclaré monsieur Hollande, moi je suis étonnée qu'on soit étonné, parce qu'on est habitué à ces déclarations-là. Monsieur Sarkozy aussi nous l'a dit, la loi de 2005 sur les effets positifs de la colonisation, les présidents Sarkozy et Hollande qui nous ont dit il n'est pas question de réparation lors des célébrations les 2 années, dans deux années consécutivement, on est habitué à ces discours-là. La question, c'est pourquoi aujourd'hui la lettre de Joëlle Ursule, qui est une citoyenne lambda, nous fait réagir de cette façon-là. Est-ce que nous sommes si peu privés? Alors, est-ce que c'est la lettre de Joëlle Ursule ou est-ce que c'est justement la phrase du président de la République qui aurait dû nous faire réagir? Parce qu'on a l'impression que c'est surtout la lettre de Joëlle Ursule qui a mis le feu aux poudres. Ben voilà, ça c'est très important. Maryse Duhamel, je vous ai vu tiquer. Oui, j'ai effectivement tiqué parce que il faut savoir que la traite négrière et l'esclavage sont considérés comme faisant partie d'un génocide. La définition d'un génocide est tout moyen concerté. Bon, je n'ai pas la définition précise en tête, mais c'est la définition juridique, c'est tout moyen concerté pour en quelque sorte s'attaquer à un groupe d'individus pour de multiples raisons, dans le but effectivement pas forcément de les exterminer, mais de les asservir au moyen notamment d'un certain nombre de processus, c'est-à-dire de la torture, l'enfermement, la servitude, etc., l'esclavage. Ça constitue un génocide. Le génocide, ce n'est pas seulement dire je vais le prendre pour le tuer. Le génocide, c'est aussi je vais le prendre, je vais prendre ses enfants, je vais les déporter, je vais les mettre en esclavage. Il y a en même temps un problème de définition. Voilà. Quand on regarde la définition purement juridique, la définition purement juridique, ce que les Européens, et en l'occurrence la France, ont fait dans le cadre de la traite, la déportation d'Africains et la mise en esclavage d'Africains, c'est un génocide. Il n'y a pas de doute. Juridiquement, il n'y a pas de doute. Ça rentre tout à fait dans. Madame Paul Langevin, bon, elle n'est peut-être pas juriste, elle ne le sait pas, mais elle dit un petit peu des choses qu'elle ne maîtrise pas. Mais oui. Monsieur William, vous voulez réagir? Je veux simplement compléter ce qu'a dit Madame Duhamel très justement. En réalité, la notion a évolué. Au départ, il y avait une conception très restrictive, parce que précisément, ce qui était visé, c'était la Shoah. Et d'ailleurs, la notion de génocide est apparue relativement récemment, en 1944. L'Holocauste. Et puis, en 1945, avec la mise en place du tribunal international pour juger les responsables des crimes de guerre, effectivement, la notion de génocide était tout à fait concentrée sur l'Holocauste. Mais très vite, dès 1948, l'ONU naissante a adopté une convention beaucoup plus large et qui correspond tout à fait à ce qu'a dit Maryse Duhamel, et par conséquent, je crois qu'il ne faut pas s'égarer dans les querelles juridiques. Il est bien clair que l'esclavage, la traite, génocide ou pas, sont des crimes contre l'humanité, avec les effets à l'époque même, mais aussi des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et un mot pour finir.
sur le propos de Madame Paul-Angevin. Je trouve que mes deux partenaires, si je puis dire, ont été bien tendres avec cette dame. Parce que je sais pas. Rien dit, moi. On m'a pas interrogé, on m'a pas encore laissé parler parce que c'est vrai. J'ai encore rien dit. Je ne maîtrise pas la question juridiquement. C'est bien plus grave que ça, enfin. C'est bien plus grave que ça. Elle a dit. Qu'est-ce qui est grave dans ce qu'elle a dit? Je vais vous le dire. Elle a dit qu'on prenait les noirs esclaves, les esclaves, pour qu'ils travaillent gratuitement. Absolument. Gratuitement. Enfin, c'est de la folie furieuse. Absolument. C'est pas acceptable, ça. Comment un représentant de la République peut tenir de tels propos? C'est passé inaperçu, on a dit, bon, c'est pas vrai. C'est oublier tout ce que Marie-Hélène a rappelé, les conditions dans lesquelles, d'abord, les nègres étaient transportés. Ils sont nés, disait Édouard Glissant, dans le ventre des bateaux négriers. C'est ça la réalité. Puis la réalité, c'est une fois arrivé à destination, bien c'est ce qu'on connaît tous. C'est les chaînes, c'est les tortures, c'est les châtiments corporels atroces. Et c'est, pendant très longtemps, finalement, l'absence totale de sanctions vis-à-vis des maîtres. C'est ça la vérité. Alors c'est pas gratuitement qu'il a travaillé. Il a travaillé de manière contrainte, sous la menace, avec des tortures. C'est ça la réalité. Très rapidement, Monsieur Signama, tous créoles acceptent le fait que l'esclavage soit considéré, soit en fait un génocide? Dites-moi, vous pensez que je vais dire non, je vous pose la question, je vous ai vu acquiescer, est-ce que vous êtes... Je pense que... Non, ce n'est pas un génocide, ou oui, l'esclavage est un génocide. C'est la position de tous créoles. Non, mais attendez, on va pas remettre en cause ce qui a été dit et juridiquement déclaré et écrit. La loi Taubira le précise. Vous pensez que tous créoles va dire le contraire? Tous créoles, pour rappeler simplement à Madame Esmeralda que bien sûr, c'est un ensemble de communautés qui participent à tous créoles en tant qu'association. C'est vrai qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on représente l'ensemble des composantes de la composante martiniquaise. Il manquerait peut-être de vous. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Nous n'allons pas débattre là-dessus ce soir. Nous allons passer maintenant aux questions SMS parce que nos téléspectateurs aussi posent des questions, ont envie de savoir ce qui se passe. Alors, une des questions, les descendants des victimes de la Shoah sont plus actifs que les descendants d'esclaves. Est-ce vrai? Est-ce que ça expliquerait ce genre de dérapage, Madame Esmeralda? Moi, j'ai posé tout à l'heure la question, pourquoi c'était la lettre de Joël Ursule qui nous avait fait réagir, c'est-à-dire d'un citoyen lambda, et pas les déclarations des présidents de la République française, ni même des ministres qui ne sont pas forcément dans la défense de leur population. Donc, ils sont ministres des Outre-mer, mais on est très perplexe par rapport à leurs déclarations, leur prise de position, quand il s'agit de véritablement nous représenter, ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement. Donc sur la question que vous posiez de la les descendants de la Shoah sont plus actifs, c'est la question du téléspectateur, que les descendants d'esclavage. Et puis il y a une sorte il y a une cohésion aussi au niveau des groupes qui revendiquent, puisqu'on parlera tout à l'heure des réparations qui ont été accordées à beaucoup d'autres communautés. Voilà. Il y a une cohésion qui n'existe pas chez nous parce que justement, il me semble, et j'ai essayé de l'appréhender sociologiquement, il me semble que les dominés que nous sommes, historiquement, n'ont pas le sens de leurs intérêts et ne savent pas coordonner leurs actions de manière à défendre ces intérêts. Alors, et qu'il y a énormément de divers. Alors il y a bien sûr des représentations de nous, du MIR mais c'est un mouvement qui est très peu connu et qui est très peu suivi. Donc il faut bien essayer d'expliquer que le manque d'adhésion de nos populations, il faut chercher la cause à cette grande cause, et la question du manque à mon avis, d'unanimité, d'adhésion à cette cause des réparations s'explique aussi institutionnellement. On n'a pas du tout Maryse Duhamel, je vous sens. Oui, j'ai très envie de réagir parce que je ne partage pas tout à fait la vision de mon amie Julia Esmeralda. La première chose, je voudrais rectifier, le MIR, c'est vrai, est un mouvement qui est relativement récent, qui a une dizaine d'années, mais c'est quand même un mouvement international. Il y a des instances du MIR un peu partout dans le monde où il y a la diaspora noire et qui se bat. Et puis, c'est un mouvement qui travaille véritablement, qui va ses entrées dans les instances internationales lors des conférences de l'ONU, notamment à Genève. Le MIR a été représenté à Durban. Donc, nous sommes quand même un mouvement qui travaille et qui est connu.
Ce que je voudrais dire, c'est que la question ne se pose pas en ces termes-là. La question n'est pas de savoir si les membres de la communauté juive sont plus actifs que nous ou pas. La question se pose de savoir, et Juliette l'a dit, comment des gens dominés, des gens qui sont dans un système qui leur interdit d'exister, peuvent être revendicateurs, peuvent réagir. Nous sommes dans un système, nous, descendants, afro-descendants, nous sommes dans un système qui est celui-ci. Nous avons un État qui nous a amenés ici il y a environ 500 ans, à fond de calme, qui nous a asservis de manière véritablement brutale, dans une violence inouïe, dans des véritables camps de concentration pendant des siècles, qui a finalement voté un texte pour dire que bon, l'esclavage est aboli sur le papier, mais vous n'êtes toujours pas des humains. Et nous nous retrouvons un petit peu plus de 150 ans après ce texte, après donc le décret d'abolition, dans une situation où nous sommes non seulement toujours dominés, mais surtout où nous sommes toujours niés en tant qu'êtres humains. Et c'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'impact que nous aurions pu avoir si nous étions des gens qui vivaient de manière véritablement digne, parce que la France, qui a mis en place un système raciste, véritable, toute la civilisation européenne est fondée sur le racisme. Et donc, cette civilisation raciste qui nous domine nous interdit de nous vivre en tant qu'être humain, nous impose de nous vivre en tant que sous-être et nous oblige en quelque sorte à nous battre 20 000 fois plus que les autres pour essayer de nous faire entendre. Les gens de la Shoah, les gens de la Shoah n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Pourquoi, pensez-vous? Simplement pourquoi? Parce qu'ils sont blancs, c'est tout. Un juif, c'est un blanc. Un juif, c'est pas un nègre. Nous sommes des nègres. Alors les nègres que nous sommes, peut-être que nous manquons de réactivité, je ne sais pas, je n'entre pas dans ce débat. Je dis simplement la chose suivante, c'est que dans le système français, si nous étions considérés comme de simples êtres humains normaux, nous aurions dû être réparés. Parce que quand on a commis un crime... Vous touchez du doigt justement le thème suivant, puisque nous sommes obligés de poursuivre aussi cette émission, avec cette question qui fait elle aussi débat, vous en parliez, la réparation pour l'esclavage. Les peuples descendants d'esclaves peuvent-ils bénéficier du même type d'indemnisation que les rescapés de la Shoah? Que dit le gouvernement français? On voit tout cela avec Sanga Fagour. Le gouvernement réfléchit aux moyens de réparer symboliquement ou financièrement les conséquences de l'esclavage. La phrase est de Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre. Pour les associations comme le Mouvement international pour les réparations, c'est l'aboutissement d'un long combat commencé au début des années 90 et surtout une mesure qui sonnerait comme une évidence. Définir en sorte de réparation digne pour un certain nombre de peuples et puis des réparations indignes pour nous. Mais la joie sera de courte durée. En mai 2013, François Hollande rejette toute idée de réparation. Il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça serait fini? Non. Le gouvernement s'est pourtant engagé en décembre dernier à verser 60 millions de dollars aux survivants juifs américains transportés vers les camps de concentration, ainsi qu'aux familles des disparus. La ministre de la Justice, elle, parle de réparation foncière, un argument que rejette Roger de Jaham de l'association Tous Créoles. Il y a une vieille lubie sur les terres à la Martinique. Aucune terre ne provient de la période de l'esclavage. Tous les propriétaires aujourd'hui ont acheté leur terre. Des propos qui remettraient donc en cause l'indemnisation des propriétaires d'esclaves lors de l'abolition de 1848. Vous l'aurez compris, la question de la réparation divise tant au niveau politique qu'associatif. Ce qui est extrêmement... On ne répare pas l'irréparable, c'est-à-dire la constitution d'un groupe humain dans un crime contre l'humanité, avec tous les stigmates qui existent actuellement, ça ne peut pas être réparé. C'est vrai qu'une réparation financière n'est pas une réparation en solde de tout compte, parce que la colonisation, on ne peut pas le réparer uniquement comme ça, mais on peut le réparer aussi comme ça. Au Canada, par exemple, ou aux États-Unis, il y a eu un certain nombre de mesures de réparation morale, financière, culturelle pour les Amérindiens. Par exemple, il y a eu justement des terres qui ont été rendues. Il y a eu par exemple des mesures pour que la gratuité à l'université, des mesures sociales en guise de réparation. Et pourtant, ce sont des massacres qui ont eu lieu depuis plus de 400 ans.
Selon Louis Georgetin, une trentaine d'exemples de réparations liées à des guerres ou à des crimes a été recensée au XXe siècle. On vous rappelle évidemment que cette émission est interactive. Vous êtes invité à poser vos questions ou par SMS en envoyant réseau 97 000 suivi de votre question ou sur nos réseaux sociaux hashtag réseau 972. Voilà donc pour ce reportage sur les réparations. Jean-Claude William, d'un point de vue politique, techniquement, est-ce qu'une réparation est envisageable pour l'esclavage? Tout dépend de ce que l'on entend par réparation. La réparation financière est difficile. Parce qu'il faut... qui va payer? C'est une vraie question. Les terres aujourd'hui, effectivement, elles sont éclatées. Cela voudrait dire en plus qu'il y aurait des gens qui seraient... parce qu'ils sont les arrière-petits-fils d'esclavagistes, qui devraient payer une note et que nous, parce que nous avons été esclaves, nous aurions de l'argent comme ça. Non, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faut aborder la question. La réparation purement financière me paraît très difficile, et je ne crois pas d'ailleurs. Rappelons que 2 ans avant le vote de la loi Taubira, il y a eu une conférence en Afrique du Sud, à Durban, de tous les chefs d'État africains, et tous unanimement se sont déclarés hostiles à la réparation financière. Disant d'ailleurs que le crime était trop atroce pour qu'on puisse penser qu'il puisse être réparé financièrement. Je crois que la piste à suivre, c'est celle précisément de la reconnaissance importante, en cultivant la mémoire, avec aussi des lieux de recueillement, des lieux qui rappellent partout, et notamment en France hexagonale, en France, l'existence de l'esclavage. Je crois que, et puis aussi que nous-mêmes, nous nous approprions complètement, n'est-ce pas, l'esclavage, que nous soyons fiers d'avoir été esclaves et fiers d'être nègres aujourd'hui. Et pourquoi pas? On a été esclaves et ça donnait, alors effectivement, peut-être un peuple résigné, trop résigné, certainement, mais n'empêche que je crois qu'il faut que nous assumions l'esclavage. Il fait partie de nous-mêmes, il faut l'assumer tranquillement, et je crois qu'il faut effectivement cultiver le devoir de mémoire, mais qu'il faut aussi échapper au terrible drame que serait en même temps l'enfermement identitaire. Il ne faut plus regarder toujours dans le rétroviseur, il faut le faire, certainement, mais il faut aussi regarder la route devant nous. Avant de vous passer la parole, mesdames, j'aurais souhaité entendre monsieur Ralph Signamin sur cette question des réparations. On ne nous a pas beaucoup entendu. Quelle est la position de Tous Créoles? Alors, sur la position de Tous Créoles, nous n'avons pas une position totalement ferme et définitive dessus. Nous avons surtout mené des actions réparatrices. Les actions réparatrices, c'est le fait que nous, en tant que communauté, un certain nombre des représentants de la communauté martiniquaise se retrouvent au sein de Tous Créoles pour débattre, échanger, se connaître, s'apprécier et puis également voir les différentes histoires personnelles. Comment? Pas de propagande. Vous parlez des actions réparatrices, monsieur Signamin, on vous écoute. Je fais de la propagande. Nous n'allons pas faire ce débat ce soir. On vous écoute sur vos actions réparatrices. Voilà, sur les actions réparatrices. Les actions réparatrices, nous avons par exemple le projet de la maison des mémoires et des identités. On a également la place du Bois-Lélé. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont mises en avant au sein de cette association. Et c'est pour ça que j'y ai adhéré. J'y ai adhéré parce que on entend... C'est une réparation mémorielle. Hein. Mais oui, je parle de l'action que nous menons, donc une action réparatrice effectivement dans ce sens. Il faut d'abord démarrer par quelque chose. Je reprenais également le cas du MIR quand il disait que l'une des premières réparations, c'est l'auto-réparation. D'accord? Donc on est déjà aussi dans cette phase. On est dans cette phase-là. Donc il faut s'apprendre, apprendre à se connaître, apprendre à accepter l'autre, apprendre à dépasser un certain nombre de clivages pour arriver. Après, sur la partie réparation, des actions ont été menées, c'est des actions juridiques. Maintenant, s'il y a des réparations, elles seront appliquées en fonction de... Madame? Des décisions qui seront prises. Madame Spiralda, allez-y. Mais oui. Non, je voulais, merci pour me donner la parole, je voulais relever un certain nombre de points de ce que j'ai entendu, notamment sur la question du MIR. Je reste persuadée que le MIR est une institution internationale, mais qu'elle est, en tout cas dans nos eaux, son action est peu connue et peu suivie, et il nous reste à travailler donc pour la faire connaître. Sur la question du statut dont parlait
Maryse Duhamel. Je suis d'accord que le statut, si vous voulez, du peuple noir en général est un statut de dominé inférieur dans justement les hiérarchisations établies, et que cela explique aussi en partie pourquoi on a autant de mal à faire entendre sa voix à l'échelle, dans les grandes instances internationales sur ce sujet-là. Ceci dit, c'est aussi une question de rapport de force qui nous ramène aussi à la domination. Il ne suffit pas d'avoir le droit aux réparations. Il faut aussi que le groupe qui demande ces réparations soit suffisamment constitué et suffisamment de porteurs, de défenseurs de cette volonté-là pour que on aboutisse. Mais c'est en train de se faire parce que les pays du Sud qui coordonnent de plus en plus leur action sont de plus en plus entendus, et on l'a vu à Durban en 2001. Et aujourd'hui, il y a une problématique transnationale des réparations qui est en marche et qu'on ne pourra pas arrêter. Oui, mais l'affirmation, c'est de la mémoire esclave. C'est quand même aussi quelque chose de récent. Oui, sur la question, sur la question de la mémoire, c'est vrai, dont a parlé Monsieur William. Moi, je voudrais dire que on fait une différence en sociologie entre devoir de mémoire et travail de mémoire. Le devoir de mémoire concerne ceux qui ont subi le préjudice, mais le travail de mémoire concerne ceux qui ont commis les exactions ou qui ont profité du crime, entre guillemets, l'esclavage étant reconnu comme crime contre l'humanité. Sur la question des réparations qui ne seraient pas financières, je ne suis pas très sûre que ça soit cela, à partir de tous les ouvrages que j'ai consultés, que la question financière n'est pas posée. Ce que je vois, c'est qu'elle est associée à beaucoup d'autres formes de réparation, notamment l'aide au développement, mais également aux besoins, à des réponses apportées aux besoins. Donc vous aussi, vous seriez contre, en tout cas, une réparation financière? Non, je pense qu'on ne peut pas. On est dans un monde capitaliste où on ne fait rien sans argent. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, très récemment, Monsieur Hollande vient d'accorder 60 millions d'euros à des Juifs qui avaient été déportés, et chaque Juif par la SNCF. Par la SNCF, et chaque Juif recevra 100 000 euros. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je crois que c'est dont je parlais tout à l'heure, de l'incapacité d'y dominer à faire valoir leurs droits. Ça, c'est un aspect qu'il faudra discuter. Puis je finis en disant que donc il faut qu'on distingue bien. Nous parlons beaucoup de devoir de mémoire, mais nous devons aussi parler du travail de mémoire que doivent faire ceux qui ont profité de l'esclavage. Maryse Duhamel. J'espère que je vais pouvoir parler bien, parce que j'ai vraiment quelque chose de très important à dire, notamment au monsieur de Tous Créole. Nous vivons une situation très particulière, nous, en tant que afro-descendants, issus d'un crime contre l'humanité, et qui vivons toujours dans une situation de crime contre l'humanité, puisque la France, en l'occurrence le pays qui nous domine, continue de nier notre humanité, continue de nous considérer comme des non-humains, en tout cas comme des sous-humains. Et le problème de la réparation est le suivant, c'est que le système de civilisation des Européens et de la France en l'occurrence est un système qui est fondé sur la hiérarchisation des races. Et les Blancs, les Européens, se sont autoproclamés de la race supérieure, ils ont autoproclamé leur droit de dominer les autres et d'en faire ce qu'ils voulaient. Donc ça explique simplement qu'ils aient pu prendre des nègres et les déporter, faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont, dans le cadre de ces exactions, mis en place un certain nombre de processus pour asservir et soumettre les gens, leurs victimes, et notamment ce processus qui consiste en la créolisation, c'est-à-dire faire adhérer celui qui est sous sa férule à sa conception du monde, c'est-à-dire lui faire admettre qu'il est un être inférieur et que celui qu'il a en face de lui est son maître, est un être supérieur. Et ça s'appelle la créolisation. Pourquoi créolisation? Parce que les colons de l'époque s'appelaient des créoles. Les créoles, c'est des Européens nés en Amérique, d'origine européenne, nés en Amérique. Donc les créoles, les blancs, créolisaient les nègres, les Africains, pour pouvoir les soumettre. Et des années plus tard, nous sommes toujours dans ce processus de créolisation que Tous Créoles essayent de toutes ses forces
de faire vivre, parce qu'il semble que maintenant que ça leur échappe. Donc la créolité, la créolisation, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont là pour permettre de maintenir en place un système raciste. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important. Quand on nous dit que réparer financièrement, c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible? Monsieur de Jam, Monsieur Duc des Pointes, ces gens-là ne continuent pas de bénéficier des bienfaits de leur crime. Tous ces gens-là ne sont pas en train de receler dans les habitations. Pourquoi ces gens-là continueraient-ils de tirer profit? Et la France elle-même, et l'État français. Vous savez, Monsieur William, que l'État français d'aujourd'hui est le même que celui de l'époque de Louis XIV. Il y a une continuité de l'État. Donc l'État français continue de profiter du crime contre l'humanité qui a été commis pendant des siècles contre nos populations. Alors comment venez-vous me dire maintenant qui va payer? Le criminel, celui qui a profité du crime, c'est lui qui va payer. L'État français devra... Concernant... Voilà. L'État français, c'est l'État français. Concernant justement cette question des réparations, concernant quand même cette question des réparations, précisons que Christiane Taubira est contre en tout cas une réparation financière. Elle parle de réparation foncière, pas pour une réparation financière. Donc en tout cas c'est une question qui divise. Cette question divise simplement parce que, tous les militants ne sont pas d'accord. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on commence à remettre en cause notre droit à réparation, c'est qu'on adhère au principe de base du droit français qui veut que nous les Noirs, nous ne sommes pas institués en tant qu'êtres humains à part entière. Simplement parce que tout être humain qui a été victime d'un crime a droit à réparation. C'est un droit, c'est pas quelque chose c'est un droit. L'État français a voté un code noir, l'État français a facilité, l'État français a financé la traite négrière, l'esclavage, l'État français a développé les colonies où il y avait l'esclavage, l'État français a profiter de ces crimes. L'État français est un criminel. Monsieur Signama, votre réaction, s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur quelques points. Vous avez parlé de la créolité. La créolité, je pense, également a été mise en place. Ce concept, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, je ne pense pas qu'à ce moment-là, ils soient emprunts et ils aient été cadenassés par la communauté béké qui aurait pu leur dire, écoutez, la créolité, ça vient des créoles, donc de nous. Et non, ça ne tient pas pour moi. Autre chose, vous parlez de nègre. Je suis d'accord avec vous. Moi, mon histoire, elle est peut-être aussi différente. J'ai une part de nègre, mais j'ai une part également d'ailleurs. Ma famille, je suis issu d'une famille qui vient également de Chine. Oui, un peu d'Europe. Certainement beaucoup d'Afrique. Est-ce que je dois renier l'une ou l'autre partie? Non, je dois faire avec. Je discutais ce midi avec mon fils. Il me voyait travailler, il me dit, mais papa, tu travailles sur quoi? Je travaille sur les réseaux parce que ce soir j'ai une émission. Il me dit, mais ça tombe très bien. Tu sais pourquoi? Ah ben voilà, il me montre son cahier d'histoire-géographie et on lui apprend que c'était la traite, c'était des Africains qui se battaient entre eux, dans une tribu qui prenait... Vous vous rendez compte? Voilà. Après, on parle de... Comment voulez-vous, à ce moment-là, s'appuyer sur une réparation? Qui va payer? Pourquoi? À quel titre? Pour faire quoi? Ce sont des questions. Le combat que vous menez, chacun mène un combat. Le combat que vous menez est louable. Oui, ce n'est pas forcément moi le combat que j'ai ou que je mène. Je mène un combat au sein d'une association. Pourquoi? Parce que j'estime que les béquets, j'en connais, j'ai fréquenté les béquets, je fréquente des béquets. Est-ce pour autant qu'ils dirigent, ils contrôlent ma parole, ma façon de penser? Non. Non. Et quand vous parliez tout à l'heure de voix discordantes, oui, il y a des voix discordantes au sein de Tous Créoles. Il y en a. Et heureusement, c'est ce qui enrichit le débat. Alors nous allons aller plus loin. Monsieur William. Oui, alors d'abord, je veux dire à Maryse Duhamel qu'elle s'est trompée sur ce que je vais vous dire. Je suis pour le principe de la réparation. C'est bien clair. Je me demande si la réparation financière est aussi facile que vous le pensez. Je ne le crois pas. Je dis par contre qu'il faut qu'il y ait des moyens d'honorer la mémoire, de rappeler. En France, à Nantes par exemple, il y a un très beau lieu consacré à l'esclavage. C'est très important. Mais il faut les multiplier. Et il faut que chez nous-mêmes...
Qui a été saccagé. Qui a été saccagé, bien sûr. Qui a été saccagé. Enfin, c'est le principe, il a existé. Il existait. Il va certainement être reconstruit. Et je crois par conséquent, c'est pas l'État français qui l'a saccagé tout de même. Donc, non, je crois par conséquent que c'est ça. La réparation, c'est une nécessité. La vraie question, c'est la question de ses modalités. C'est tout. Et je crois, en plus, que effectivement, on ne peut pas accepter ce qu'a dit Mme Duhamel lorsqu'elle a dit que la créolité, c'était une idée uniquement de béquer, chose. L'éloge de la créolité. L'éloge de la créolité. Les auteurs, c'est qui? C'est Jean Bernabé, c'est Patrick Chamoiseau, c'est Raphaël Confiant. Alors, je ne suis pas au courant qu'il soit spécialement pro-béquet. Ah ben, vous êtes le seul à ne pas être au courant. Madame Smeralda, ce que je voudrais, c'est que nous sortions des débats substantialistes qui nous habitent par trop. Je trouve que nous sommes toujours dans les problématiques du sang, j'ai des origines ceci, cela. Nous sommes des Martiniquais, d'accord? Nous avons construit quelque chose dans le sang parfois. Nous l'avons construit, mais pas de ce sang-là. Du sang des efforts de nos ancêtres, de nos aînés, quelques couleurs qu'ils ont eues. Ce que je pense qui est important dans la question des réparations, c'est qu'elle nous permet de remettre en cause et de peut-être de prendre en charge tous les déséquilibres économiques qui existent aujourd'hui entre, si vous voulez, les anciennes colonies et les puissances coloniales. Et si vous voulez, ces déséquilibres-là expliquent les difficultés qu'ont nos ressortissants à s'intégrer même chez eux, parce que même chez eux, ils subissent une concurrence des hexagonaux qui est très forte, à s'intégrer en France. Et à quel moment sait-on qu'un individu peut s'intégrer? C'est quand il a accès au logement et au travail. Et ce sont vraiment les deux domaines dans lesquels les nôtres ont le plus de mal à se habiter sereinement l'espace sociétal martiniquais ou franco-français. Vous voyez? Donc les questions de sang, d'accord, mais je trouve que, je ne sais pas si l'idéologie de la créolité a apporté quelque chose au débat économique. Ce que je crois, c'est que nous avons besoin aujourd'hui de nous rassembler autour de cette problématique, au lieu de nous dire nous sommes d'accord ou pas, autour de la problématique des réparations. Je pense, comme M. William, que c'est une question difficile, la question financière. Elle est difficile parce qu'elle est en débat dans tous les ouvrages, dans tous les grands débats internationaux. La question du comment se pose. Mais c'est justement le travail des commissions nationales, internationales, interconnectées qui va permettre qu'on trouve des solutions. Pourquoi nous comportons-nous comme si nous sommes tout seuls dans nos petits coins? J'ai regardé tout à l'heure le reportage. Chacun dit je suis pour, je suis contre. Mais non, il y a des cours pénales internationales, il y a, je ne sais, des instances internationales qui vont prendre cette situation en main. La question des réparations nous dépasse de très très loin. Et elle n'est pas une question de sang, elle est une question de déséquilibres économiques, d'une humanité qui nous a été enlevée, qui est spoliée jusqu'à aujourd'hui, et de racisme larvé et même très manifeste dont nous subissons les séquelles aujourd'hui. À cette question, nous allons prendre justement le pouls de la population. Il faut savoir qu'un sondage IFOP déclare que 63% des Français d'outre-mer sont pour la réparation. Et ici, en Martinique, nous avons justement essayé de prendre le pouls des Martiniquais. Nous avons été dans les rues de Fort-de-France pour leur poser une question. Sanga Fagour et Marc-François Calvo. Si, ça vaut le coup pour moi. Ça vaut le coup de se battre pour l'esclavage, ça vaut le coup de revendiquer, ça vaut le coup de rester sûr sur sa position. On sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on voit et ça vaut le coup de se battre. Il faut valoriser ça, je pense. De quelle manière? En continuant à faire les marches. Il y a des marches chaque fois en mai. Se mobiliser pour l'esclavage, nos droits, parce qu'ils ne sont pas suffisamment respectés, au lieu de se mobiliser pour des trucs banals, genre une loi qui est passée comme le mariage pour tous. Je trouve ça ridicule. Réparation de l'esclavage, en fait, pourquoi réparation de l'esclavage, en fait? Je pense qu'il faut pas continuer à se battre. Je pense que c'est le passé. C'est vrai que ça reste quand même ancré, ça reste quand même dans les cœurs, mais il faut aller de l'avant, il faut passer à autre chose. Les Juifs continuent à se battre pour la réparation, donc nous aussi on devrait avoir aussi à des compensations. C'est logique, normalement. Quel genre de compensation? Comme l'équivalent des Juifs. Pas
financière, mais plus plus symboliquement parlant. On fait tellement de choses pour ce qui s'est passé avec les Juifs. Pourquoi nous on peut pas profiter de ça? Pourquoi ça peut pas être symbolique pour nous aussi, alors que je trouve que c'est au même titre. Il faut toujours se rappeler du passé. C'est-à-dire qu'on a été des esclaves et qu'on doit se battre pour être des citoyens libres. Pour vous, on n'est pas libre? Non. On ne peut pas gommer vos réparations. Jusqu'à maintenant, nous avons un esclavage derrière nous. Et c'est nous jalons entre nous et nous ne pas la mettre ça. Ce qui a été fait, malheureusement, qu'on reconnaisse qu'il y a eu un abus et beaucoup d'humilité par rapport à ça. Réparation, c'est les financières. Je vois malheureusement pas, parce que ça ne fera pas revenir les gens, ça ne fera pas effacer l'histoire. Moi, j'ai honte d'être blanche pour ça, alors vous savez, oui. Voilà, donc on vous rappelle ce sondage IFOP selon lequel 63% des Français d'outre-mer sont pour la réparation. Juliette Miralda, je vous ai vu réagir par rapport à ce micro-trottoir. Vous pouvez nous dire pourquoi? Non, parce que, bon, quand on accepte l'idée des réparations, on dit qu'à la limite, il faut qu'elle soit symbolique. Mais la dimension symbolique, elle est là. D'abord, qu'on nous restitue dans notre humanité pleine et entière. Vous savez que la question il me semble, de l'abrogation du Code noir reste posée à l'État français. Que ce code noir est encore là, qui fait dire à certains de nos chercheurs que nous sommes encore des affranchis. Ça, c'est une question symbolique. Si c'est cela qu'entendent les gens. Donc, nous restituer dans toute notre humanité et nous faire respecter ou nous rendre respectables aux yeux de ceux qui nous ont exclus de l'humanité. Et alors, la deuxième chose, la deuxième chose, je vais vous dire que les réparations symboliques n'empêchent pas les réparations matérielles sous toutes les formes possibles. Madame Duhamel. Alors, je voudrais, moi, dire que le MIR travaille depuis maintenant plus de 10 ans sur les questions des réparations. Et c'est vrai que ce sont des questions, la première question qui se pose réellement, c'est de savoir si oui ou non notre droit à réparation sera reconnu. Parce qu'il n'y a pas encore très longtemps, Monsieur Hollande a dit non. Vous avez montré le reportage. Que pensez-vous du Memorial Act qu'il y aura en Guadeloupe prochainement? Ça, c'est bon. Pour moi, ça n'est pas la reconnaissance quand même. Non, mais non, c'est présenté quand même comme le monument. Mais non, ça c'est de la poudre aux yeux. Par contre, venir devant le mémorial qu'ils avaient fait à Nantes l'année dernière ou l'année d'avant pour dire, Monsieur Hollande, que l'esclavage est un outrage fait à la France par la France, si c'est pas de la négation de crimes contre l'humanité, on me dira. Donc moi, je dis la chose suivante. Je dis qu'au niveau du MIR, nous, on exige de l'État français, on exige réparation de l'État français. L'État français, qu'il le veuille ou pas, à un moment ou à un autre, devra se plier au fait qu'il doit réparation. Réparation financière pour le MIR. Non, pas financière, pas que financière. Oh là là, oh, général. Non, mais à tout point de vue, parce que mais également financière. Nous sommes contraints par le temps. Monsieur William, vous vouliez réagir? Oui, sur le Memorial Act. Je suis pas d'accord du tout. C'est évidemment très important. Je crois que c'est une manière, précisément, de rappeler aux gens, de manière forte, car ça serait, semble-t-il, monumental en quelque sorte. Rappeler l'histoire, s'approprier pour une fois vraiment notre histoire. Il faut quand même que nous rappelions aux téléspectateurs quand même que le Memorial Act est le premier monument dédié à l'esclavage qui sera inauguré au mois de mai prochain en Guadeloupe. Donc voilà. C'est de la poudre aux yeux encore. Je ne suis pas sûr du tout. Moi, je crois que vous avez tort. Vous avez donné un mémorial, donc vous n'avez pas besoin d'être réparé. C'est pas ce que j'ai dit, madame. Non, mais c'est pas. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Je dis que c'est la démarche des criminels. On est quand même dans une forme de reconnaissance aussi. Évidemment. Bon, c'est peut-être mieux que rien, mais bon. Il faut les multiplier. Il en faudrait aussi un, la Martinique. Mais bien sûr. Ce serait formidable. Voilà. Pourquoi nous n'avons pas de lieu de culte ici en Martinique? Et de musée de l'esclavage, par exemple. Bien sûr. Voilà une réparation. Monsieur si vous permettez, je vais simplement dire, regardons le verre à moitié plein, on le voit à moitié vide. À moitié plein, nous avons au sein de ce pays de quoi nous rattacher si on veut avoir la valeur. On a des hommes de valeur, on a des femmes de valeur, on a des personnes qui ont réalisé des choses. Est-ce qu'ils ont attendu d'avoir une réparation? Ils nous montrent par le travail qu'ils font, ils nous montrent par leurs tâches. Voilà l'axe de la réparation. Non mais attendez. Mais il y en a quelques-uns. Très rapidement, il nous reste à peine 2 minutes d'émission. On a eu des poètes de valeur. Mais ces hommes de valeur, voilà. Eh bien ces hommes-là ont travaillé
travailler pour que nous soyons réparés. Et si nous voulons voir un jour aboutir leur travail, nous allons être réparés. Et ce sera l'aboutissement de leur travail. Ça récupère tout le débat qu'on a eu là. On a dans le Sud, on a M. Annette qui a été une grande valeur, on a un certain nombre de choses. Mais tout le monde continue à travailler. Mais vous faites tomber tous les arguments que vous avez. Monsieur Signama, il n'a pas terminé. Non, mais vous réduisez Monsieur Signama, terminé, Monsieur Signama. Non, je vous dis, c'est un message d'espoir. Regardez le verre à moitié plein, s'il vous plaît. Bien sûr. À moitié plein de quoi? Allez-y, Monsieur Signama. À moitié plein rapidement, il nous reste 30 secondes. De créole, à moitié plein de créole, à moitié plein du colon qui vient encore maintenant nous dire que son grand-père ne valait moins qu'un esclave. Je sais pas. À moitié plein de quoi, Monsieur Signama? Monsieur Signama, allez-y. À moitié plein de cette espérance qu'on a dans ce pays. Mais nous, maintenant, on ne veut plus de l'espérance. On veut des actes, on veut du concret. On veut que notre droit à réparation soit respecté. La problématique des réparations, elle est en route, elle est internationale. Et ce ne sont pas nos petits discours-là qui vont l'arrêter, mais c'est très bien qu'on en débatte. C'était le mot de la fin. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission, d'avoir eu le courage de participer à cette émission, en tout cas, pour faire entendre vos discours. Voilà. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Résonance revient le mois prochain avec Karine Bast. Excellente soirée en notre compagnie sur Martinique Première.